Bardock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Et après une introduction un brin tristounette, il est temps de reprendre des couleurs avec un animé très rigolo et bien barré, GTO, Great Teacher Onizuka. Mais avant d'en parler, un peu d'histoire. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la fin des années 90, début des années 2000. C'est une période très importante dans l'histoire de l'animation japonaise en France. En effet, elle a vu se produire un événement que personne, aucun statisticien ou quoi que ce soit, n'aurait pu prévoir. Les enfants ont grandi. Bon, j'entends par là que les enfants de la génération Club Dorothée, les premiers qui ont été abreuvés d'animation japonaise, ont grandi et sont devenus collégiens, lycéens, étudiants, voire même papa. Le public a vieilli et s'est mis à avoir d'autres exigences en termes d'animation japonaise. Et face à cette situation, les grandes chaînes de télé avaient deux solutions. Soit considérer que l'animation japonaise c'est définitivement pour les enfants et s'adresser à la nouvelle génération d'enfants. C'est ce qu'a fait TF1 en diffusant Pokémon et Digimon, France 3 en diffusant Beyblade, ou encore M6 en diffusant Yu-Gi-Oh! Ou bien proposer un autre type de dessin animé à un autre public, et c'est dans cette brèche que s'est engouffrée tout entière la chaîne Canal+. À l'époque, Canal+ avait déjà diffusé des animés ados-adultes sur son antenne, notamment dans l'émission C2. Entre autres, un petit animé qui n'a pas fait grand bruit, Neo Genesis Evangelion. On dit Evangelion d'ailleurs ou Evangelion. Ils ont également diffusé Vision d'Escaflowne, pareil, jamais entendu parler, ainsi qu'une série tombée dans l'oubli, mais alors total et à la qualité très discutable, Cowboy Bebop. Bon, je pense que vous aurez compris le message. Canal+ a un sacré pif en termes d'animé japonais. En septembre 2004, ils lancent leur première case horaire à destination des ados et adultes. Alors que les TO3 et les France Truc lancent leur programme à 16h30 pour accueillir les enfants qui rentrent de l'école, Canal+ lance sa nouvelle case horaire à 17h30 et jusqu'à 18h30, à l'heure où les collégiens, lycéens et étudiants posent le cartable. Le premier programme à habiter cette case est donc baptisé de manière logique La Case. Présentée par Yannick Zico, un ancien de Game One, l'émission nous proposait généralement un épisode des Simpsons, un épisode de Bertrand Point Sacom, un truc que tout le monde a oublié, l'album de la semaine et l'animé japonais du moment, le tout entrecoupé d'interventions plutôt rigolotes de Yannick Zico. Oh, Tari. Vous l'aurez compris, le premier à être diffusé, c'était GTO. S'en suivront Excel Saga, Noir et Full Metal Alchemist. Un sacré pif, je vous ai dit. Puis la case s'arrêtera, mais pas la programmation d'animés japonais, avec Samurai Champloo, Monster et Afro Samurai. Sacré palmarès. Cette programmation était vraiment prise au sérieux par Canal+. À l'époque, Monster avait une bande-annonce de chaîne, de la même manière que 24 heures chrono et sur écoute. Bon, j'ai pas réussi à retrouver d'image, mais ça donnait un truc du genre... Monster, la série événement. Du lundi au vendredi à 18h20 sur Canal+. Du jamais vu. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? D'abord pour que vous compreniez les réalités de l'époque. Vous qui vivez tous aujourd'hui avec l'internet haut débit, vous ne savez pas ce que c'était de demander au chauffeur de bus d'accélérer pour ne pas louper le début de Full Metal Alchemist. Je voulais aussi vous montrer que ça a été une marche importante de franchie et que c'est elle qui ouvrira la voie à France 2 qui diffusera Lovina et X de Clamp et surtout lors de l'arrivée de la TNT à France 4 qui a programmé Last Exile, Get Backers et Chrono Crusade et à Europe 2 TV. Oui, cette chaîne a vraiment existé. Elle a diffusé Beck, Death Note et Elfen Lied. Et encore une fois, à l'époque, ce genre d'animé sur des chaînes grand public, c'était totalement inédit. Enfin, parce que cette ambiance quelque part a eu une influence certaine sur la VF de GTO. Mais de quoi ça parle au fait GTO? C'est vrai, je vous l'ai pas encore dit.
GTO, ce sont les initiales de Great Teacher Onizuka. L'anime nous raconte l'histoire de Onizuka, 22 ans, célibataire libre comme l'air, et ancien chef d'un gang de bikers. Ancien voyou, ancien loupard, il décide de devenir professeur dans les écoles. Bon, avouons-le, au départ, c'est surtout pour draguer des petites lycéennes. Mais au fur et à mesure, il va se découvrir un sacerdoce et va tenter de bousculer les mauvaises habitudes du système éducatif japonais en appliquant sur ses élèves les codes d'honneur et les principes du monde des loupards. M'en foutrais, moi, des professeurs! Je ne peux que vous encourager à voir GTO. C'est vraiment un animé très chouette, au dialogue très drôle, aux personnages hilarants, au rythme très péchu. Le seul problème, c'est que environ un épisode sur 5, on a un espèce de prêchi-prêcha pleurnichard, cucu au possible, moralisateur grossier et tout simplement insupportable. Oh non, vraiment, à ce point-là? Donc, si vous zappez un épisode sur 5 de la série, vous pouvez foncer sur GTO. Ok, Mr. Fox, on va foncer dessus. Mais est-ce que tu pourrais nous dire s'il vaut mieux foncer dessus en VO ou en VF? Eh ben crois-le ou crois-le pas mon petit pote, mais c'est exactement le concept de Parlons VF. Bon alors, qu'est-ce qu'on a comme info sur le doublage? Je suppose qu'il n'y a même pas de carton à la fin comme d'habitude. Et oui mes amis, incroyable mais vrai, on a enfin entendu mes prières. Le générique de chaque épisode contient le casting principal, l'équipe technique, le directeur artistique et l'adaptateur selon l'épisode. Bon après on va pas se mentir, c'est grâce à Canal+, plutôt que Kazé, qu'on a ce genre d'informations puisque à la télévision on est obligé de les donner. Mais au moins ils les ont pas jartés du DVD, merci Kazé. 3 adaptateurs ont donc travaillé sur cette série. Le premier se nomme Michel Mella. C'est d'abord un acteur, voix française régulière de Joe Pesci, John Turturro et Paul Giamatti. Il a signé des adaptations pas faciles, notamment Las Vegas Parano et La vie de Brian. Il retravaillera par la suite avec Canal+ sur la série Monster. Le deuxième larron n'est autre que William Corrin. Son nom vous dit peut-être quelque chose, j'ai déjà parlé de lui dans l'émission sur Gurren Lagann en tant qu'acteur. Mais c'est également l'auteur des excellents textes français des premières saisons de Futurama, de Team America Police du Monde, mais surtout de la série télévisée South Park, où il interprète également Kyle, Kenny, Jesus, Servietsky, bref, toute une tripotée de personnages. Et c'est d'ailleurs en travaillant avec Canal+ pour la série South Park qu'il s'est retrouvé sur GTO. Je travaillais directement en collaboration avec Sophie Boé, qui était directrice du service de doublage à cette époque-là. Et elle succédait à Françoise Raymond, qui m'avait confié le doublage de South Park. Et donc, comme elle appréciait mon boulot, elle m'a confié pas mal de dessins animés, dont Futurama, les premiers épisodes. Ensuite, j'ai fait plusieurs autres séries pour elle. Et est arrivé GTO, elle m'a demandé si je pouvais les adapter. On était un petit peu surpris parce qu'on n'était pas, à part Stéphane qui est critique de BD par ailleurs, on n'était pas très pointu en manga. Donc on a eu un petit moment d'adaptation pour comprendre exactement les codes qui régissent l'animé et le manga. Mais bon, après ça s'est très bien passé. Quant au troisième type, il s'agit de Stéphane Allégret. Il a travaillé sur tous les animés de Canal+, de GTO à Monster, d'Excel Saga à Full Metal Alchemist, mais rien d'étonnant puisqu'il s'agit du frère de Sophie Boé qui s'occupait des animés japonais à l'époque. Depuis, il n'a rien fait d'autre. Dommage. L'adaptation de GTO est ce qui fait à la fois la force et la faiblesse de son doublage. Pourquoi sa force ? D'abord parce que les textes sont fichtrement bien écrits et méchamment drôles. Il y a quelques jeux de mots et tournures de phrases particulièrement bien trouvés. Virer, renvoyer, saquer, Onizuka et saquer, ça s'arrose. C'est un vieux dégueulasse, mais en jeune. Enfin, je me comprends, quoi. Alors bien sûr, ces textes ne seraient rien sans l'interprétation des comédiens, mais on y reviendra. Ensuite, parce qu'on note un véritable respect pour la culture japonaise et une volonté de conserver des références nippones, comme l'université Todai, qui est la grande université du Japon, le groupe de rock à succès L'Arc-en-Ciel, ou le nom des chaînes de TV comme Fuji TV, la plus belle des télés. Un concours présenté par Fuji TV, la plus belle des télés. Ça a l'air évident aujourd'hui, mais à l'époque, le Club Dorothée n'était pas si loin, et certaines chaînes concurrentes continuaient d'occidentaliser les animés japonais. Elles doivent être quelque part. Oui, ça y est, des boules de popcorn. Des boules de popcorn. Boules de popcorn. Un exemple très parlant me vient à l'esprit, un épisode où Onizuka fait le mariole et se prend pour Doraemon. Je viens du 22e siècle,
Doraemon est mon nom. Doré quoi? Doraemon. Ah. Doré quoi? Bah, Doraemon, le héros du manga du même nom. C'est un robot chat bleu venu du futur pour aider un gamin à ne plus faire de bêtises. Et il a des mains en forme de boule. D'où la blague. Alors au Japon, ils ont dû se dire et oui, parce que Doraemon est un manga culte au Japon, édité entre 1974 et 1994, et dont l'adaptation animée est toujours en cours depuis 1979. Mais en France, personne ne connaissait Doraemon, à part Jean Reno. Le manga n'était même pas édité chez nous, et M6 avait tenté de diffuser l'année précédente des épisodes de l'animé, dans l'indifférence la plus totale. Pour autant, est-ce que la référence a été remplacée? Non, ils l'ont conservée. Et aujourd'hui, alors que Doraemon est un peu plus connu du public français, l'animé passe sur Boomerang très régulièrement et le manga a été sélectionné à Angoulême, et puis Internet a renforcé les connaissances de base des amateurs de manga, on peut comprendre cette référence. Et en rire, parce que, avouons-le, c'est super drôle comme blague. Démerdez-vous à plus, Doraemon! Vous l'aurez compris, l'adaptation de GTO a de gros points forts, contrebalancé par de gros points faibles. D'abord, il y a quand même quelques occidentalisations et expressions bien pourries qui se sont glissées dans les textes français. Fuyutsuki, tu fais la gueule à Gainsbourg. Oh gnouf les voleurs! Oh gnouf les voleurs! Mais le plus gros problème, c'est le langage des collégiens. D'abord, ils sont très vulgaires. Alors, certes, parfois c'est très rigolo, hein, cet empilement d'insultes a un côté vachement fandard. Mais parfois c'est excessif, et ça en devient soit pénible, soit excessivement ridicule. Espèce de bande de sous-merde! Je lui claquerai bien sa gueule. Ta gueule, putasse! Ferme ta gueule, toi! Crâne de bite. Oh, les enculés, ils ont pas hésité! T'es qu'une grosse salope. Cela dit, le directeur artistique Eric Peter l'assume et s'en défend complètement. Au départ, ça a été très drôle parce que quand ils ont vu des gros mots sur la bande rythmo, ils ont commencé à dire « Oh là là, mon Dieu, on a le droit de dire ça ». Et là-dessus, j'ai commencé à leur dire « Mais on a toute l'attitude pour dire ça. Et sinon, on n'est plus dans les caractères. » Et alors après, dès qu'ils sont rentrés dedans, ils ont commencé à s'amuser et ça devient un vrai plaisir à jouer. Ça, c'est très très important. D'autre part, le langage des collégiens est incroyablement daté et ancré dans les années 2000. On parle là d'expressions qui vous feront sortir les yeux des orbites si vous n'êtes pas de la génération minicum. Genre, c'est Porte-Nawak. C'est Porte-Nawak. C'est Porte-Nawak. C'est Porte-Nawak. C'est Porte-Nawak. C'était Porte-Nawak. Qui dit encore c'est Porte-Nawak? C'est trop chambé, un truc de gueudin. Ça roule ma poule. Et non seulement c'est daté, mais même si on est de cette génération, truc de gueudin, on sent que c'est pas vraiment du langage de jeunes, mais plutôt ce que dirait un vieux si on lui demandait du langage de jeunes. Si va tête de mort, tu joues trop avec ta vie de bouffonne! Alors certes, c'est ce qui fait un peu le charme de cette adaptation, on se retrouve téléporté dans les années 2000, mais j'ai conscience que tout le monde ne sera pas séduit par cela. Le résultat est donc au mieux drôle, kitsch et sympathique, et au pire, un peu gênant. T'as parlé ou t'as pété là? Vous le savez, ce n'est pas ma première émission sur GTO, j'en avais déjà fait une il y a 3 ans, et à l'époque j'avais dit que c'était une demande de la chaîne. Eh bien j'étais mal renseigné puisque de l'aveu de Michel Mella et de William Corrin, c'est quelque chose qui s'est imposé de soi. Après, peut-être que les comédiens en ont rajouté un petit peu. Non, ça c'est une totale liberté. Moi, la seule liberté que j'avais prise, c'était de remettre les noms prénoms à l'endroit, parce que je trouvais que culturellement en français ça le faisait pas, ça faisait un peu appel, donc il disait Onisoka et Kichi, donc moi j'avais rétabli simplement les prénoms avant le nom, pour que ce soit plus dans la culture française, mais tout ce qui est culture japonaise, j'avais gardé au contraire. Ensuite, il y a aussi une chose qui arrive très fréquemment, c'est que les comédiens s'accaparent les personnages. Après, c'est la décision du directeur artistique de laisser passer certaines choses ou pas. Vous l'aurez compris, l'adaptation de GTO a de bons et de mauvais côtés. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais m'attarder. Pour préparer cette émission, j'ai dû revoir tous les épisodes de GTO, je les ai comparés à la version originale, je les ai comparés entre eux, et je me suis rendu compte de quelque chose, la qualité de l'adaptation diffère selon le mec qui l'a écrit. Je vous parlais tout à l'heure des jeux de mots savoureux, ils sont exclusivement dans les épisodes écrits par William Corrin et Michel Mella. Pire, les différents adaptateurs se contredisent parfois. J'ai parlé tout à l'heure de conserver une référence à Todai en VF, et bien dans un autre épisode écrit par Stéphane Allégret, la même référence est cette fois occidentalisée. Onizuka,
Tu es sorti d'une misérable petite fac de merde et tu oses me défier, moi qui suis sorti parmi les meilleurs de Todai, diplômé avec les honneurs grâce à mes qualités d'intelligence innée. Tu es capable de rentrer à HEC ou à Polytechnique, mais comment veux-tu que je puisse te répondre? Nom d'une pipe sacrée! Nom d'une pipe sacrée! Alors je ne dis pas ça pour enfoncer Stéphane Allégret, ni pour faire rentrer Michel Mella et William Coryn au Panthéon, mais simplement pour vous montrer que adaptateur n'est pas un poste aussi léger que certains semblent le croire, et que le talent de la personne qui s'en charge aura une grande influence sur la qualité des textes et donc du doublage. Gardez ça en tête. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour en ce qui concerne l'adaptation. Parlons maintenant des comédiens. La direction artistique a été confiée à Eric Peter, un habitué des animés occidentaux, puisqu'il a dirigé les VF de Sabrina l'apprentie sorcière, de Witch, de Turbo Mommy, mais c'est pas non plus un étranger des animés japonais, hein. Il en a déjà dirigé quelques-uns, c'est un régulier second couteau, en plus d'être la voix de Captain Harlock dans Cosmo Warrior 0 et Gun Frontier. Et dans une interview bonus du DVD, Eric Peter laisse clairement entendre qu'il a compris le ton et le sens de la série. C'est du quotidien, mais tellement excessif que ça n'en est plus du quotidien, mais ça doit rester du quotidien. Tout le manga est constitué de plages à l'intérieur même des scènes, où d'un seul coup ça devient énorme. C'est du San Antonio, c'est du Berrurier, c'est ahurissant. Et 2 répliques plus loin, ça devient totalement banal et quotidien, la vie de tous les jours, comme quand on rentre chez son boulanger et qu'on demande une baguette de pain. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les comédiens choisis par Eric Peter ont une sacrée patate. Parfois, on reproche aux voix françaises d'animés japonais de manquer de tonus par rapport aux voix originales qui se donnent un peu plus. Je lis souvent ça sur les forums et dans vos commentaires. Eh bien, c'est un reproche qu'on ne peut pas faire ici, puisque définitivement les comédiens se donnent beaucoup. Allez chercher de l'eau dans le lac, dépêchez-vous! Kanzaki! Qu'est-ce qui te prend? T'es cinglé ou quoi? C'était ton institutrice! Cela dit, un point peut susciter le débat, l'âge des comédiens par rapport à l'âge des personnages. En effet, tous les collégiens sont doublés par des comédiens de plus de 30 ans, voire parfois plus de 40 ans, voire parfois des fumeurs, et parfois ça s'entend, surtout sur les personnages féminins. Cela dit, ce n'est pas forcément gênant à la première écoute, et si vous n'y prêtez pas plus d'importance que ça, cela n'altérera pas votre vision de GTO. Cela dit, il convient d'être prévenu, surtout si vous avez plutôt l'habitude d'animer comme Abenobashi ou Gurren Lagann, où les jeunes filles ont des voix de vraies jeunes filles. De manière générale, les collégiens ont su trouver leur bonne voix. Yoshigawa, l'élève un peu timide, est doublé par Benjamin Pascal, dont j'avais déjà parlé dans l'émission sur Gurren Lagann. J'avais parlé de lui comme d'une tête brûlée frénétique, mais il sait également jouer plus en finesse, l'enfant maltraité et en pleine détresse. Un comédien polyvalent donc, et largement sous-exploité à mon humble avis. Kikuchi, l'intello du groupe, est doublé par Tariq Mehani. Bon, malgré le fait qu'il n'ait absolument pas une voix de collégien, son timbre et son jeu s'accordent à merveille à ce personnage brillant et méthodique. J'ai la deuxième avec celle de Nizuka quand je les ai ramassées. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Un type de personnage qu'il reprendra 2 ans plus tard en jouant le docteur Tenma dans Monster, toujours sur Canal+. Mais ne vous inquiétez pas, nous resterons dans le jardin. Vous pouvez nous accompagner si vous le désirez. Du côté des filles, la gourdasse en chef Tomoko Nomura est interprétée par Hélène Bizot, qui n'est nulle autre que la voix française de Naomi Watts. Tomoko est au centre d'un double épisode qui montre qu'elle est peut-être cruche, naïve, mais qu'elle a un cœur gros comme ça. Typiquement le genre d'épisode sur 5 dont je vous parlais. Et je déteste ce personnage presque autant que j'adore l'interprétation de Hélène Bizot. Elle retranscrit à merveille tous les aspects du personnage, faisant d'elle une fille à la fois attachante et un peu embarrassante. Mais la palme d'interprétation revient à Christelle Reboul qui interprète la jeune Kanzaki. Kanzaki est l'un des personnages les plus réussis de cet animé. Jeune surdouée au QI astronomique, manipulatrice méthodique, féroce et froide dans ses méthodes, mais cachant un vrai mal-être, c'est un personnage auquel Christelle Reboul rend incroyablement justice. Elle retranscrit à merveille toutes les personnalités du personnage, la rendant parfois attachante, parfois touchante, parfois très drôle, et parfois bien flippante. Je t'avais pourtant prévenu de ne pas me chercher, t'as secoué le mauvais cocotier trop fort.
fort. Miyabi va pourrir la gueule ouverte en enfer. Hélas, toutes les collégiennes ne sont pas aussi bien trouvées que Kanzaki, notamment à cause du problème d'âge que j'évoquais précédemment. Celle qui cristallise un peu tout ça, c'est Dominique Vallée qui double Miyabi, l'élève némésis d'Onizuka. Dominique Vallée n'a pas une voix jeune. Elle a une voix un peu aiguë, certes, mais au timbre plutôt sourd, voire parfois cassé. À l'époque du doublage de l'animé, elle avait déjà 45 ans, soit 30 ans de plus que le rôle. Pour en rajouter une couche, je dirais qu'on l'a déjà entendue sur des personnages de femmes plus matures, voire carrément plus virils. Alors certes, c'est une bonne méchante, elle est douée pour jouer les personnages hostiles. Mais avant d'être une méchante, Miyabi est quand même une collégienne. Donc Dominique Vallée en méchante, on y croit, mais Dominique Vallée en élève, on n'y croit pas. Parlons maintenant du collégien qui fâche, celui qui fait polémique, Kunio Murai, doublé en français par Olivier Corolle, la voix française de Sonic. Une voix qui en a fait tiquer plus d'un. Un peu de silence, écoutez-moi tous! Demain, on a droit à la visite annuelle. Cette tête de nœud d'empaffé d'Onizuka est censée venir chez nous sur notre territoire. Nous devons absolument montrer notre refus d'avoir comme prof cette espèce de nain mental. Lors de ma première émission sur GTO, j'avais été particulièrement dur avec Olivier Corolle, qualifiant sa voix de désagréable, d'horripilante, et expliquant que certaines personnes avaient fui la VF de GTO juste à cause de lui. J'avais notamment souligné la grosse différence avec la version originale. Ah, tu le prends comme ça? Espèce de plus en ferraille, je vais te mettre torchon. Allez, file-moi des pièces là. C'est trop nul, Murai, laisse béton. Tu fermes ta gueule et tu me files des pièces. Putain de sas! Mais qu'est-ce qui m'a foutu un jeu de merde aussi craignos? Aujourd'hui, je serai un petit peu plus mesuré. J'ai pu discuter sur certains forums spécialisés, rencontrer des fans de GTO, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux camps. Certains trouvent effectivement que Olivier Corolle se force inutilement à prendre une voix grésillante et désagréable à l'oreille, rendant son personnage simplement insupportable. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il aurait simplement pu reprendre le même timbre que celui de Sonic pour que ça passe beaucoup mieux. Bande de traîtres, vous me le paierez! Mais d'autres pensent que ce ton, au contraire, accentue la personnalité de Murai, renforçant son côté impulsif, agressif, au taquet, bref, que Olivier Corolle insuffle au personnage un caractère que la VO ne fait qu'effleurer. C'est un point de vue intéressant que je ne partage pas personnellement. Donc là, pour le coup, je vous invite vraiment à vous faire votre opinion sur la voix de Murai. L'aimer ou la détester, je ne pense pas qu'il y ait de vraies bonnes réponses. Parlons des adultes maintenant. Ils sont tous particulièrement bien trouvés. Tout autant les profs secondaires, qui jouent chacun un rôle bien précis du corps professoral, la directrice, Madame Sakurai, à la voix pleine de sagesse, les parents d'élèves, pénibles bien comme il faut, les mafieux, les truands, les poteaux, tous sont bien trouvés, et particulièrement les personnages principaux. Le sous-directeur Uchi Yamada est interprété avec beaucoup de talent et d'énergie par Pierre-François Pistorio. Voix française récurrente de Antonio Banderas, très actif dans le doublage des séries télé américaines, il m'a récemment bluffé, véritablement, en doublant Christophe Waltz dans le dernier film de Quentin Tarantino, Django Unchained. Uchi Yamada est sans doute celui qui souhaite le plus au monde le renvoi d'Onizuka, qui a ruiné sa voiture chérie, qu'il trouve particulièrement indigne d'être enseignant, et pour ça, il fait preuve d'une énergie incroyable. Tu vas voir, mon gaillard! Ouais, tu comprendras ta douleur! Onizuka! Pierre-François Pistorio met beaucoup de cœur à l'ouvrage, rend vraiment justice au texte très drôle écrit pour son personnage et joue tout aussi bien la colère et la haine envers Onizuka que son amour gaga pour sa magnifique voiture. Toutes ces scènes sont très drôles, très vigoureuses, c'est vraiment un des personnages les plus réussis et les mieux doublés de la série. Misérable vermisseau de
La charmante collègue de Nizuka, mademoiselle Fuyutsuki, est doublée par Sybille Tureau. En plus d'être la voix française récurrente de Keira Knightley, notamment dans la trilogie Pirates des Caraïbes, elle a bercé votre enfance en étant la voix française de Nala dans la trilogie du Roi Lion. Fuyutsuki est un personnage beaucoup plus en finesse et en douceur que les autres professeurs. Très attentionnée envers Onizuka, elle l'aime, mais aussi envers ses élèves, cherchant toujours une solution pacifique. Et ça, Sybille Tureau l'a très bien compris. Son interprétation est très juste, mais sans manquer d'énergie pour autant. Il est hors de question de les laisser vous renvoyer. Ça, vous pouvez compter sur moi. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai soigneusement évité de parler du personnage principal, celui qui donne son nom à la série, Eikichi Onizuka. Cette pratique très courante porte un nom: gardez le meilleur pour la fin. Si jusqu'à maintenant vous hésitiez à vous lancer dans la VF, rebuté par les points négatifs que j'ai soulignés, voici l'homme qui va définitivement vous convaincre d'au moins essayer. Benoît Dupac. Benoît Dupac est un comédien habitué des animés japonais. Il a doublé plusieurs personnages principaux, mais en a aussi dirigé, notamment des animés comme Witch Hunter Robin, Gatekeepers. Aujourd'hui, il est de plus en plus présent au cinéma, dans des films live, dans des films d'action, d'animation. Il est également le directeur artistique d'une série télé américaine qui marche pas mal en ce moment, il me semble, The Walking Dead, où il interprète également le personnage de Glenn Reed. Enfin, il a fait pas mal de jeux vidéo. Vous pouvez l'entendre depuis quelques jours comme rôle principal de Dying Light. Une carrière bien remplie pour celui qui avait commencé en doublant Léo, l'être de lumière, dans la série télévisée Charmed. Tu pourrais m'écouter au moins une minute pour que je t'explique? Oui, je sais, je connais sa voxographie par cœur. Sans doute parce que c'est le comédien qui m'a fait m'intéresser au doublage et le comédien qui m'a donné envie de faire cette émission, comme le prouve cette interview réalisée en 2009 où j'avais encore les cheveux longs. Si l'interprétation originale de Onizuka est juste et sympathique, Benoît Dupac la transcende à tous les niveaux. Quand Onizuka est l'abruti de service, Benoît Dupac accentue le côté abruti de service. Quand Onizuka est sérieux et solennel, Benoît Dupac le crédibilise complètement. Quand Onizuka est l'homme le plus vénère du monde, Benoît Dupac y met une énergie incroyable, et le mieux dans tout ça, c'est qu'il passe de l'un à l'autre sans que ça paraisse bizarre. Je veux dire, quand on a fait des conneries, c'est normal de les payer, non? Professeur! Bon, assez philosophé. On reprend. Oh, petite merde! Si je ne deviens pas le plus coué de prof du Japon, ce sera de votre faute! Et pour cela, je vais vous faire connaître l'enfer! Benoît Dupac tire clairement cette VF vers le haut, faisant d'Onizuka un personnage encore plus attachant, encore plus sympathique et encore plus hilarant qu'il ne l'est déjà en VO. Vous avez vu la bombasse? À 16 ans, elle a déjà 2 obus de la Wehrmacht et un cul à rentrer les bananes! Parce qu'il a complètement compris ce qu'était le personnage et qu'il le sert à merveille. Bonjour mademoiselle, je suis le professeur principal de Tomokon. Pardon, Nomura, et je m'appelle Onizuka Eikichi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, ma chère. Et charmé de vous rencontrer ici. C'est très émouvant pour moi de pouvoir enfin rencontrer l'une de celles qui a participé à un moment donné à la formation de Nomura. Je pense qu'il serait fort instructif de partager nos expériences. Ah, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'il est, très nuancé, il est en rupture en permanence. Beaucoup d'énergie, beaucoup de combats, de scènes de bagarre. Ensuite, on change complètement. On est dans des choses extrêmement sincères, donc on passe vraiment il y a une palette de couleurs qui est très large sur ce personnage. Un peu dans le noir comme ça, derrière une barre, donc on peut libérer plein de choses. Il y en a d'autres par contre qui malheureusement sont inhibés, trop inhibés, n'arrivent pas à sortir ces choses-là. Et ça, il faut vraiment oublier ça, il faut se lâcher, il faut se lâcher, il faut se lâcher. Alors au final, que dire de la VF de GTO ? Eh bien qu'il y a clairement deux camps. Ceux qui ont grandi avec et qui l'apprécient véritablement et sincèrement, et ceux qui sont arrivés un peu après la bataille et qui en général ne l'aiment pas. Et je pense que vous avez compris depuis le début dans quel camp je suis. La VF de GTO est très particulière et symptomatique de son époque. Elle est le témoin d'une certaine prise au sérieux des animés japonais qu'on adapte désormais avec plus de rigueur et dans lesquels on se donne plus. C'est également le contre-exemple même de ce cliché récurrent du comédien de doublage qui se fout complètement de ce qui se passe à l'écran. Et c'est une sorte de bulle temporelle du langage des jeunes des années 2000. Et c'est ce qui, je pense, la tue un peu auprès d'un public plus jeune. Qu'est-ce que c'est que ce bean?
Arrêtez de me foutre la pétoche comme ça. Vous êtes oufman. On vous cherchait comme des oufs. Franchement, Nasbrock. Tu t'éclates comme un pneu sur des clous. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? C'est Porte-Nawak ce bahut, c'est dingue. C'est Porte-Nawak. À la manière d'un Astérix Mission Cléopâtre, la VF de GTO est très datée, avec des expressions qui feront baisser les yeux à un certain public. Tu te fous de moi comme de la savate de Goldorak? Il y a également des chouettes castings qui, s'ils étaient fréquents à l'époque, sont aujourd'hui plutôt évités. Les comédiennes âgées sur des personnages très jeunes par exemple. Alors je comprends qu'on puisse avoir peur de la VF de GTO. Je le comprends, je le conçois. Mais franchement, essayez. Au moins, essayez. Parce que les comédiens se donnent à fond. Parce que les performances du trio Dupac, Turo, Pistorio méritent au moins un coup d'oreille. Et parce que les textes sont vraiment drôles, je vous demande d'essayer les premiers épisodes qui synthétisent bien la qualité du doublage global de la série. Je comprendrais que ces quelques défauts soient rédhibitoires pour certains d'entre vous. Et je comprendrais que vous préfériez la VO. C'est plus que jamais à vous de vous faire votre propre point de vue sur la question. Mais comme la salade d'endive, ne dites pas « je n'aime pas » sans avoir au moins une fois goûté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je m'excuse très sincèrement du retard qu'a pris cette émission. Vous l'aurez compris, GTO est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je voulais être sûr de ne pas dire de bêtises. Enfin, j'aimerais terminer cette émission en ayant une petite pensée pour Yannick Zico, l'animateur de La Case, qui est décédé il y a 3 ans à l'âge de 32 ans. C'est quelqu'un qui a bercé mon enfance, qui a bercé ma jeunesse et celle de beaucoup d'autres, et mourir à 32 ans, c'est vraiment, vraiment trop jeune. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine émission, et d'ici là, faites preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... Je ne le pardonnerai jamais. 次回若さを栄枯したアニメについて話した後でミスターフォックスの次のワイダーは別の若さを栄枯したアニメだ。みんなは大勢に3000のエピソードの少年アニメを要求したからやってきた。ポケットやモンスターやポケットの中に住んでるポケットのモンスターについて話すことを決めた。次回ゲットだぜブルセルの街へ途中で